Il y a un siècle, le curé de ce petit village de l'Aude avait découvert un trésor. Il avait mené une vie assez scandaleuse pour l'époque et avait emporté son secret dans sa tombe. Aujourd'hui, il y a encore quelque chose à trouver à Rennes-le-Château et dans les environs. Michel Laflamme. C'est à peu près certain. Saunière a trouvé au départ de l'argent. Il n'a pas trouvé tout ce qu'il y avait à Rennes-le-Château. Il a trouvé d'autres choses que de l'argent. Et partant, il a dû faire mousser, amalgamer les deux affaires. Mais le secret n'est pas seulement à Rennes-le-Château. Il est aussi autour de Rennes-le-Château. Si vous me parlez d'un trésor matériel, disons simplement qu'il existe un secret à Rennes-le-Château. Il est possible qu'il existe autre chose. Il existe parfois des histoires si invraisemblables qu'elles dépassent de loin les œuvres de fiction qu'elles ont influencées. Salut à tous, moi c'est Méronline et si vous aimez le cinéma, les arts visuels et l'histoire, eh bien installez-vous, cette vidéo est faite pour vous. Da Vinci Code est un thriller écrit par l'américain Don Brown en 2003. Il est en réalité le deuxième volet d'une pentalogie de romans basée sur le personnage de Robert Langdon, un éminent professeur de symbologie à Harvard dont les connaissances le mènent à chaque fois à résoudre de grandes énigmes et défaire de vastes complots. Le livre devient très vite un best-seller, s'écoulant à pas moins de 20 millions d'exemplaires les 2 premières années, et c'est au total 86 millions de lecteurs qui découvriront les aventures du professeur Langdon, faisant de ce livre une figure de proue du genre. Le roman va même jusqu'à créer un nouveau mouvement économique s'articulant autour de pléthore d'articles de presse, d'émissions de télévision et de radio, mais aussi de circuits touristiques sur les traces de ses personnages. Inspirant des millions de lecteurs, le roman décrit comme un thriller ésotérique s'amuse à jouer des frontières entre l'histoire, de faits réels avérés et de légendes fantasmées pour construire son récit. Et c'est justement en faisant mes recherches sur cette frontière que s'est dévoilé devant moi le terrier de lapin, qui m'a conduit à l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Car si nous nous penchons un peu sur ce qui a inspiré Dan Brown pour l'écriture du Da Vinci Code, nous découvrons très vite qu'il est une véritable porte d'entrée vers la pseudo-histoire, le complotisme ou encore la mystification. Découvrons ensemble l'extraordinaire histoire que nous révèle le Da Vinci Code. C'est Ron Howard, le réalisateur du Grinch, de Willow ou encore d'Apollo 13, qui adaptera finalement le roman en 2006, ce qui achèvera définitivement de populariser son récit auprès d'un large public. Et c'est justement cette très forte popularité qui va nous intéresser aujourd'hui, et plus particulièrement sur ce que le roman va malgré lui mettre en lumière. Alors, s'il est vrai qu'il se cache derrière Da Vinci Code une histoire vraiment incroyable, pour la comprendre, il faut bien avoir en tête son intrigue. Et si vous n'avez ni lu le livre ni vu le film, eh bien sachez que je vais totalement en spoiler l'intrigue. Tout commence au Louvre où Jacques Saunière, le conservateur du musée, est assassiné par Silas, un moine albinos. Avant de mourir, Saunière lui révèle un emplacement dans la sacristie de l'église Saint-Sulpice à Paris, puis laisse une énigme incluant une suite de Fibonacci désordonnés et un message PS, trouver Robert Langdon. Robert Langdon, qui est professeur en symbologie à Harvard, est immédiatement convoqué sur place. Il y rencontre Sophie Neveu, la petite fille de Saunière, et Béza Fache, un commissaire de police qui le soupçonne du meurtre. Le conservateur gît au sol dans la position de l'homme de Vitruve, un pentacle sanglant sur son ventre. Langdon révèle alors qu'il ne s'agit pas d'un symbole démoniaque, mais du symbole païen de la féminité. Sophie Neveu interprète le PS comme les initiales de son surnom d'enfance, Princesse Sophie. Avec Langdon, il réarrange la suite de Fibonacci pour révéler une anagramme menant à la Joconde. Ils y découvrent à l'encre invisible la phrase noire du prix que celle de l'homme, une autre anagramme pointant la Vierge au rocher, derrière lequel se trouve un pendentif en forme de lys. Le grand-père de Sophie pourrait bien être lié à une organisation secrète millénaire, le prieuré de Sion, qui garderait la source d'un pouvoir divin et dont les lettres PS pourraient aussi bien être la signature. Léonard de Vinci et Isaac Newton, parmi tant d'autres, auraient été à la tête de l'organisation fondée par Godefroy de Bouillon au XIe siècle après la conquête de Jérusalem. Presque décimé en 1307 par ordre du pape, sa mission était d'aider les Templiers à retrouver puis à préserver le Saint Graal. À Saint-Sulpice, Silas découvre que Saunière l'a dupé et que rien de ce qu'il cherche ne s'y trouve. On comprend qu'il a été envoyé par l'évêque Manuel Aringarosa, directeur de l'Opus Dei, une institution conservatrice religieuse ayant pour but de détruire le Graal et les secrets qu'il renferme. C'est un informateur anonyme, le maître, qui s'exerce alors à conduire Aringarosa sur la bonne piste.
Découvrant une adresse sur le pendentif qui est la clé d'un coffre de haute sécurité, Langdon et neveu se rendent dans une banque de dépôt suisse. En remplaçant la suite de Fibonacci dans le bon sens, ils saisissent le numéro de compte de Saunière et parviennent à en déverrouiller le contenu, une mystérieuse boîte en bois auréolée d'une rose contenant un cryptex ne pouvant être ouvert qu'avec un mot de passe et renfermant le papyrus révélant l'emplacement du Graal. Ils se réfugient alors chez Sir Lee Tibbing, un historien britannique qui leur raconte la légende en expliquant que le Nouveau Testament a été compilé à Rome lors du concile de Nicée où la divinité de Jésus a été tranchée par un vote. Il révèle que Jésus était très probablement fiancé à Marie-Madeleine avec qui il eut un enfant nommé Sarah. Tibbing leur montre les indices cachés par Léonard de Vinci dans la scène. Il révèle alors à Sophie que le Graal n'est pas concrètement une coupe comme le voudrait la légende arthurienne, mais qu'il l'est de façon allégorique. Le calice renvoyant au symbole du féminin, l'emblème de la fécondité et à la matrice de la femme. Il leur explique que le terme Saint Graal provient de l'anglais sangreal qui se décompose en sang royal, sang réal, et évoque les origines familiales de Jésus. Le sang royal du Christ déversé dans la coupe ne serait rien d'autre que la métaphore de Marie-Madeleine portant sa progéniture et dont le prieuré de Sion protège la postérité vivante. Si vous vous demandez ce qui peut pousser à tuer, ses membres protègent la postérité vivante de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. Silas est mis hors d'état de nuire et Sophie découvre que l'inscription sur le cryptex peut être déchiffrée dans un miroir où une nouvelle énigme les conduit à la tombe d'Isaac Newton à l'abbaye de Westminster. Mais révélation, on découvre que Sir Tibbing est le maître, le marionnettiste manipulant l'Opus Dei dans son intérêt et orchestrant tout pour révéler l'existence de l'héritier vivant, la noire du prix et ainsi mettre à mal l'église du mensonge. Après une confrontation, Tibbing demande à Sophie d'ouvrir le cryptex et Langdon devine que le mot de passe est pomme, la seule sphère manquante sur la tombe de Newton. Il déjoue Tibbing qui est arrêté et Langdon et Sophie sont disculpés. Le papyrus les dirige alors en Écosse à la chapelle Roslin où ils découvrent l'ancien emplacement du tombeau de Marie ainsi que des documents généalogiques prouvant que Sophie ne s'appelle pas Saunière mais Sinclair, l'une des plus vieilles familles de France appartenant à la lignée des Mérovingiens et de Jésus-Christ lui-même. Rien que ça. De retour à Paris, Langdon comprend que le véritable emplacement du tombeau de Marie-Madeleine se trouve sous la pyramide inversée du Louvre, symbole du féminin et du Graal. Il se recueille alors là où tout a commencé et c'est la fin de Da Vinci Code. Avant de continuer, je voudrais juste m'attarder un peu sur le film, parce que même s'il a eu un succès mitigé à sa sortie, il y a quand même un truc que j'adore avec lui. Car bien qu'il soit réalisé par un Américain, Ron Howard, l'essentiel de l'intrigue se passe à Paris et à Londres. Et le film est donc une coproduction entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et Malte. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un casting aussi incroyable qu'invraisemblable, mélangeant des acteurs britanniques et américains comme Paul Bettany, Ian McKellen ou encore Alfred Molina. Je n'ai jamais vu ce tableau. Avec des acteurs français comme Jean Reno, qu'on a certes l'habitude de voir à l'étranger. Oui, certes. Mais aussi Audrey Tautou. Tautou, T-A-U-T-O-U avec un T comme Tautou. Alors en explosion de carrière suite au fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ou encore Jean-Pierre Mariel, oui. Je suis Jean-Pierre Mariel. Oui. L'acteur. Oui, je vois. Voilà. Que je suis très content de voir ici. Et même Denis Podalides, si, il fait une apparition juste ici. Je vous demande de me le donner. Ouais, mais là, c'est ma pause. C'est assez étonnant pour le souligner, et personnellement, j'adore ce contraste. Mais revenons au roman. Si Da Vinci Code rencontre un succès planétaire à sa sortie, c'est notamment grâce à l'ingéniosité de son récit, car il constitue en fait un véritable terrier de lapin. À chaque fois que le livre énumère un terme scientifique, un mot technique, un concept, décrit un lieu ou un objet historique, il vous invite en réalité à vous renseigner à son sujet. Vous pouvez alors soit vous contenter de suivre le récit sans vous soucier des sources et références qu'il propose, ou, si vous êtes un peu curieux comme moi, faire vos propres recherches à partir des notes de bas de page, et là, vous découvrez que le premier concile œcuménique a réellement eu lieu à Nicée en 325, qu'il a effectivement été orchestré sous l'égide de l'empereur Constantin, et qu'il a été la première assemblée de l'histoire réunissant les ecclésiastiques dans le but de résoudre les problèmes qui divisaient l'Église. Vous découvrez aussi que la première croisade s'est effectivement achevée en 1099 sous le règne de Godefroy de Bouillon à Jérusalem, ou alors que le procès de l'ordre du Temple, qui accuse d'hérésie les Templiers, a bien mis fin à l'ordre en 1314.
Mais on l'a dit en introduction, l'auteur ne fait pas que citer de vraies sources historiques. Il s'amuse avec l'histoire et mélange intentionnellement des faits avec des théories controversées pour construire son intrigue. Et tout est fait pour que ça nous ait l'air vrai. Les théories de l'intrigue s'appuient sur des faits historiques relatés par les personnages, des historiens, en qui le lecteur accorde donc toute sa confiance. C'est le principe même de la suspension volontaire d'incrédulité. Le lecteur accepte temporairement de mettre de côté son scepticisme pour accepter les éléments même les plus improbables d'un récit. Pour accentuer cet effet, le roman débute même par un paratexte mystérieux intitulé Les Faits, qui nous présente les institutions du roman et nous décrit que tous les monuments, œuvres d'art, documents et rituels secrets évoqués sont avérés. En fait, ce procédé, il exploite des vraisemblances pour donner une apparence de légitimité à l'œuvre de fiction. Ça brouille en fait les pistes et la notion de réel du lecteur pour mieux asseoir son récit et donner une illusion de véracité. Ça participe à construire un sentiment de vertige chez le lecteur qui a l'impression d'être mis face à de vraies révélations. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vouloir démêler le vrai du faux. Car si ce sentiment de confusion participe à la base à l'engouement général autour du livre, il est aussi la base d'un vrai problème. Ça fonctionne tellement bien que pour certains lecteurs, la suspension d'incrédulité ne va jamais s'arrêter. Persuadés par la qualité du récit, certains lecteurs vont y voir une porte d'entrée vers une vérité plus grande, et le roman va relancer malgré lui de l'intérêt pour certaines théories du complot. Pire encore, le roman va mettre en lumière une affaire autrefois de niche, destinée à tomber dans l'oubli, mais qui va refaire surface. De tous les faits présentés dans le roman, le prieuré de Sion, cette organisation secrète chargée de veiller sur le tombeau de Marie-Madeleine et sur sa descendance, occupe une place centrale puisqu'il est à la base de l'intrigue et de sa révélation finale. Existe-t-il historiquement un ordre chargé de veiller sur le secret de l'Église et dont Godefroy de Bouillon serait le fondateur ? Eh bien, pour répondre à cette question, laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire vraie et ô combien surprenante de l'abbé Béranger Saunière et du mystère de Rennes-le-Château. Nous sommes en France, en 1885. À cette époque, la France est depuis peu sous le régime de la Troisième République, instaurée en 1870, soit il y a tout juste 15 ans. Béranger Saunière, oui, c'est de là que vient le nom du conservateur dans le roman, est un jeune prêtre de 33 ans qui vient tout juste d'être nommé curé à Rennes-le-Château, un petit village situé dans l'Aude, dans le sud de la France. Le petit village, niché en haut d'un éperon rocheux, est déjà victime de l'exode rural puisqu'il ne compte que 200 habitants. Mais à l'arrivée de Saunière, l'église Sainte-Marie-Madeleine, une petite église romane du XIIe siècle, est complètement délabrée. Quand il la découvre, le clocher est lézardé, des planches remplacent les vitraux, il y a des trous dans la toiture et le vent et la pluie s'engouffrent à l'intérieur. Le presbytère lui-même est inhabitable, ce qui oblige Saunière à loger chez une paroissienne. Selon certaines rumeurs de l'époque, ce serait le caractère un peu trop indépendant et imprévisible de l'abbé qui serait la cause de sa nomination à Rennes-le-Château. Saunière est né en 1852, soit l'année exacte de la proclamation du Second Empire. Il a donc grandi sous Napoléon III et a vu la République s'instaurer à l'âge de 18 ans. Saunière voit dans cette succession de gouvernements qu'il ne reconnaît pas la cause immédiate de l'abandon du patrimoine religieux. Il pointe alors du doigt le gouvernement comme responsable de la détérioration de son église. Pour lui, le seul régime fiable, c'est la monarchie. Il est légitimiste, c'est-à-dire qu'il est favorable au retour des Capétiens sur le trône de France. L'abbé Saunière est quelqu'un de très sûr de lui, et pendant une messe, il va aller jusqu'à diaboliser la République et faire un appel au vote royaliste. Ce qui va évidemment pas plaire du tout au maire du village, qui va à l'époque porter plainte au ministre des cultes. Oui, il y avait un ministre pour ça. En conséquence de cette plainte, Saunière va être suspendu pendant 6 mois et va devenir professeur de philosophie. C'est à son retour que les vraies choses vont commencer. Dès 1886, l'abbé Saunière retourne à Rennes-le-Château et demande aux paroissiens de lui faire des dons. Avec l'aide de Hélibaud, un limonadier du coin qui s'y connaît en maçonnerie, il va s'attaquer aux travaux les plus urgents, soit la toiture et le presbytère qu'il va enfin pouvoir habiter. Les travaux sont coûteux et Élie, dont l'activité principale, je le rappelle, est de concevoir de la limonade, ne peut travailler que les week-ends. C'est long, ça prend du temps et finalement, il devient le maçon attitré de l'abbé Saunière. Saunière va aussi engager une servante de 18 ans, Marie Denardeau, dont il va devenir très proche. Un autre scandale, parce qu'à cette époque-là, c'est beaucoup trop jeune pour occuper la profession et les ragots vont bon train. Mais on en reparlera plus tard. Une fois les premiers travaux terminés, Saunière n'a plus d'argent. Pourtant, dès 1887, il va recevoir d'une paroissienne un don de 700 francs afin de remplacer le maître-autel. 700 francs à l'époque,
c'est quand même une somme. C'est là, au moment de soulever la table de pierre, que les ouvriers auraient fait une incroyable découverte. Ils découvrent, creusée dans l'un des piliers visigothiques de l'autel, une cache contenant des reliques. 2 parchemins. Il faut savoir que c'était courant autrefois de cacher dans les églises de petites reliques pour attester du caractère sacré du monument. Cette cache semble pourtant trop exiguë pour abriter des parchemins et d'autres hypothèses prétendent qu'ils auraient été découverts ailleurs, dans un balustre en bois. Toujours est-il que Saunière et ses ouvriers ont bel et bien trouvé quelque chose puisqu'à la demande de la mairie, ils ont déposé des calques. Hélas, le contenu des parchemins demeure aujourd'hui inconnu puisque détruit dans un incendie qui ravage la mairie en 1910. Hérité des témoignages quelque peu altérés des ouvriers, cette découverte demeure aujourd'hui encore un mystère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Saunière continue les travaux pour faire remplacer le dallage et les vitraux de l'église. Ils y découvrent alors un crâne et, face contre terre, une dalle sculptée d'époque carolingienne à la valeur archéologique certaine. Cette dalle est d'ailleurs aujourd'hui encore visible au musée de Rennes-le-Château. La dalle du chevalier. On retrouve aussi un ancien registre paroissial qui atteste de la présence de la tombe des anciens seigneurs locaux à l'endroit même où la dalle a été découverte. C'est ce détail qui va alimenter de nombreuses rumeurs de trésors en plus de la dalle et des parchemins. Car selon les rumeurs, Saunière aurait découvert dans ce tombeau une auge remplie de pièces d'or. Ou alors était-ce un trésor encore plus vieux ? Absolument rien n'atteste en réalité de cette troisième découverte. Mais les ragots locaux ont très vite associé la découverte de la dalle du chevalier avec d'anciennes légendes régionales de trésors. Et il faut bien dire que l'étrange comportement de l'abbé Saunière qui va s'en suivre ne fera qu'alimenter la rumeur. La nuit venue, Saunière s'attaque à la cour et au cimetière. Aidé par sa servante Marie de Nardot, il déterre, fouille et déplace les tombes, ce qui va naturellement inquiéter les habitants. Pillage de tombes ou simple réaménagement, on ne sait pas vraiment ce que cherchait Saunière. Mais le conseil municipal va porter plainte auprès du préfet pour ces dégradations nocturnes, ce qui ne va pas pour autant arrêter Saunière. Il va même aller jusqu'à redécorer entièrement son église dans un style baroque. Pour certains, cette ornementation cacherait même une énigme. Mais c'est loin d'être tout. Saunière se fera également construire une villa, la villa Béthanie, un jardin, une tour, la tour Magdala, dans laquelle il place son bureau et une bibliothèque, ainsi qu'un chemin de ronde reliant la tour à une autre tour de verre, dans laquelle il cultive des plantes exotiques. En bref, il se fait construire un véritable petit domaine paradisiaque. Pour les riverains, les quelques messes que donne l'abbé Saunière ne suffisent évidemment pas à couvrir de telles dépenses, et ces moyens financiers douteux ne feront qu'accentuer la rumeur d'un trésor trouvé par l'abbé. Les théories vont alors se multiplier. Simple pillage de tombes, trésor mérovingien, wisigoth, trésor des Templiers, trésor du roi Salomon, ou arbre généalogique énumérant la descendance du roi Dagobert II, tout y passe pour expliquer la fortune soudaine de ce petit curé de campagne. Un autre curé de la région, l'abbé Gélis, est même sauvagement assassiné en 1897, relançant la rumeur de plus belle. En vérité, à part les parchemins et la dalle des chevaliers, ce dernier n'a probablement jamais trouvé de trésor. Ses moyens financiers hors du commun, il les doit en vérité à un astucieux système de détournement de messe dont ses registres de comptes truqués nous fournissent la preuve. Des combines qui lui vaudront plus tard un procès ainsi que la suspensa divinis, c'est-à-dire l'interdiction à vie de donner la messe, ce qui mettra d'ailleurs à terme à ses revenus. Coïncidence ? Ça m'étonnerait ! L'abbé meurt le 22 janvier 1917, emportant avec lui tous ses secrets. Ou presque, puisque selon les dires, il les confia bien évidemment à Marie de Nardot, sa servante avec qui il vécut toute sa vie et qui hérita mystérieusement de l'intégralité du domaine. Toute sa vie, l'abbé Saunière aura joué de son charme naturel et de sa ruse pour mener une vie confortable dans une époque difficile. Des caves du Vatican, 1976. Mais alors comment une simple histoire de curé de campagne et de légende de trésor aurait pu influencer Dan Brown sur l'écriture de son roman ? Pour le comprendre, enfonçons-nous un peu plus dans le terrier de lapin. Noël Corbu est un homme d'affaires de Perpignan. Il acquit la propriété de l'ancien presbytère à Marie de Nardot en échange d'une rente viagère en 1942. Très vite, Corbu transforme la villa en un hôtel-restaurant qu'il baptise l'Hôtel de la Tour.
Mais face au manque de fréquentation, Corbu va très vite colporter l'histoire de Saunière en ne manquant pas d'exacerber l'histoire du trésor dans un seul but, faire venir la clientèle. Mêlant mystère religieux et légende locale, sa narration, relayée par la presse, contribue à alimenter la légende du curé au milliard. Noël Corbu est alors l'un des premiers à transformer une rumeur locale en un mythe moderne. Il parvient d'ailleurs à attirer les clients, mais sans le vouloir, finit par déclencher une gigantesque chasse au trésor. Motivé par des raisons commerciales, il entraîne l'affaire dans les médias et déclenche malgré lui une vague de spéculations, de livres d'histoire alternatives et de reportages télévisés. La légende est née. C'est à peu près à ce moment-là que tout commence à basculer et ça va attirer un certain Robert Charroux. Je vais pas m'attarder longtemps sur lui, le gars est un journaliste raciste et suprémaciste blanc qui publie tout un tas d'essais pseudo-historiques à base de théories des anciens astronautes et autres complots. Vous voyez le genre. On s'en fout un peu du gars, mais en 1962, il publie un livre qui s'appelle Trésor du monde, enterré, emmuré, englouti, dans lequel il consacre notamment quelques pages à Rennes-le-Château. Le livre est relativement de niche, mais il est le premier à laisser une trace écrite de la potentielle découverte de l'abbé Saunière dans son église. Il est le premier à dévoiler l'existence des parchemins sans en mentionner quoi que ce soit. Il attire donc quelques curieux qui se mettent à fouiller, souvent illégalement, les environs du petit village. La commune est même obligée de faire installer des panneaux afin de dissuader les visiteurs d'exercer les fouilles. Nous sommes en 1967 et Gérard de Sède, membre du mouvement surréaliste, est un journaliste et écrivain connu pour avoir écrit notamment L'Ordre des Cathares et Les Templiers sont parmi nous, alias L'énigme de Gisors. Cette année-là, il va rédiger un nouvel ouvrage, L'Ordre de Rennes, qui va propulser encore un peu plus l'histoire du petit village. Les révélations qui y sont faites dépassent de très loin le cadre de la petite bourgade et cette étude documentée va très vite rencontrer un succès national. L'ouvrage reprend dans les grandes lignes l'histoire racontée par Charroux, mais y ajoute plusieurs théories intéressantes. Mieux encore, il dévoile pour la première fois l'une des pièces maîtresses du mystère que les chercheurs d'or fantasment depuis des décennies. Une copie des calques des parchemins que Saunière aurait déposés à la mairie et qui aurait survécu à l'incendie. En effet, Saunière aurait pris soin à l'époque d'en apporter également une copie à l'évêque Monseigneur Billard de Carcassonne. Les calques des parchemins y révèlent des textes de l'Ancien Testament, ainsi que des énigmes à base de lignes tronquées et de lettres dispersées de façon incohérente. Ces mêmes énigmes qu'aurait déchiffré l'abbé Saunière avant d'en disperser des indices partout dans son domaine. Sur ces parchemins, on y trouve également à plusieurs endroits la signature PS, prouvant ainsi l'existence du prieuré de Sion. Cette découverte extraordinaire relie le supposé trésor à un secret religieux d'ampleur, révélant l'existence d'une lignée mérovingienne secrète. Ces informations capitales, de Sède ne les sort pas de nulle part. Pour ce faire, il s'appuie sur une série de documents, des dossiers secrets déposés à la Bibliothèque nationale de France entre 1964 et 1967 par un certain Henri Lobineau. On les appelle donc les dossiers secrets d'Henri Lobineau. Ces écrits intrigants, longtemps restés perdus, dévoilent l'existence d'une société secrète très ancienne, le prieuré de Sion, qui serait lié à la lignée des rois mérovingiens. Il trace une généalogie fascinante, reliant plusieurs figures historiques à un secret millénaire et évoque des symboles ésotériques, des mystères cachés et les si précieux parchemins. La façon dont l'Ordre de Rennes met en lumière ces révélations et les documents historiques sur lesquels il s'appuie vont jusqu'à faire réagir le Vatican, ce qui va déclencher encore plus de ventes. Jusqu'à ce que ça soit complètement débunké. Oui, vous l'aurez compris, l'Ordre de Rennes est une supercherie. En réalité, Gérard de Sède est un pseudo-historien. C'est un ancien journaliste écarté de la profession et la publication de l'Ordre de Rennes, c'est en fait l'apogée d'une gigantesque mystification patiemment élaborée par deux escrocs depuis des années. Deux complices, Philippe de Cherizet et Pierre Plantard. Pierre Plantard. Je pense honnêtement qu'il m'a rarement été donné de découvrir par moi-même en tout cas un personnage aussi infect. Pierre Plantard naît en 1920. Il est le fils d'une famille modeste,
Son père travaille comme valet de chambre et sa mère n'exerce pas de profession officielle. Elle travaille occasionnellement comme cuisinière pour des familles beaucoup plus aisées. Dès sa jeunesse, Pierre Plantard montre un très grand intérêt pour l'ésotérisme, les mystères et les grandes théories historiques. Il quitte l'école à 17 ans et se met à travailler comme sacristain dans une église du 9e arrondissement. Et là, attention. La même année, durant l'occupation, il s'engage pour l'extrême droite. Waouh! Elle est là, l'extrême droite. Allez, on y retourne. Marqué par le procès Stavinsky, qui le persuade de l'existence d'un complot judéo-maçonnique, il rejoint brièvement l'Action française avant de fonder ses propres groupuscules antisémites. D'abord l'Union française qu'il fonde en 1937, puis en 1941 Rénovation nationale française, avant de finir par fonder en 1942 l'Alpha Galate, une association déclarée à la préfecture de police de Paris et qui se veut être un grand ordre de chevalerie, ce qui a déjà pas mal de points communs avec le prieuré de Sion. Avec cet énième mouvement extrémiste conservateur, il affiche très clairement son affinité et son soutien au régime de Vichy. C'est un énorme collabo. En 1943, il envoie même une lettre au maréchal Pétain pour dénoncer un complot judéo-maçonnique à son encontre. Le rapport de police va alors le décrire comme un illuminé, prétentieux et inculte. Aïe aïe aïe, trahi par son propre camp. À la Libération, il a même l'audace de présenter ses groupuscules comme des mouvements de résistance. Ah bah le mec il essaye, il tente. Cela illustre vraiment bien les ambitions dangereuses de Plantard et à quel point il est prêt à tout pour se dresser comme une figure influente. Animé par une quête de reconnaissance sociale et intellectuelle, Plantard souffre en fait de n'avoir aucun nom. Lui qui n'a aucun diplôme, il va pourtant se hisser petit à petit parmi l'élite. Après la guerre, il s'entoure de gens de très bonne famille, comme son ami, le marquis Philippe de Cherizet, un comédien, auteur et humoriste, notamment connu pour ses interventions humoristiques à la radio et pour son appartenance au collège de Pataphysique, un mouvement du surréalisme. Il va aussi se rapprocher un peu plus tard de Gérard de Sède, qui est lui aussi un auteur surréaliste, puisqu'il fait partie du mouvement La main à la plume. Bref, on est à la moitié du XXe siècle et Pierre Plantard s'entoure de ces intellectuels parisiens, souvent attachés au surréalisme. Au début des années 50, Plantard va d'ailleurs commencer à répandre sa mythologie en se présentant comme le descendant du roi Dagobert II, roi des Mérovingiens, et donc comme le prétendant au trône de France. Quitte à s'inventer un titre et une noblesse, autant que ça soit le truc ultime, quoi. En 51, il est initié à la franc-maçonnerie. Et là, vous vous dites, c'est quand même un mec qui avait, pendant l'occupation, dénoncé des complots judéo-maçonniques. Et il va en être exclu en 1954, après avoir fait 1 an de prison, ce qui va au passage déclencher la dissolution définitive de l'Alpha Galate. Et 2 ans plus tard, il dépose les statuts d'une association de loi 1901 qu'il nomme Prieuré de Sion, dont le siège social se situe à Annemasse et les bureaux dans l'appartement qu'il occupe. Il la nomme Prieuré de Sion, l'interdit aux juifs, et lui donne pour mission de recréer un ordre de néo-chevalerie catholique traditionnaliste. Sauf que, évidemment, dès 1960, il commence à lui attribuer une origine millénaire qu'il antidate. C'est précisément là qu'il invente que le prieuré de Sion aurait été créé en 1099 par Godefroy de Bouillon à la suite du siège de Jérusalem. Et puis, il est emprisonné pour une affaire de détournement de mineurs. Ouais, c'est ce genre de gars, hein, vraiment. À sa sortie de prison, il déplace le prieuré de Sion à Paris et continue de propager son mythe. Et vous vous souvenez des chasseurs de trésors qui ont afflué à Rennes-le-Château après que Noël Corbu en ait parlé à toute la presse pour attirer du monde dans son auberge ? Et Charroux ? Vous vous souvenez ? Le suprémaciste blanc, là, qui a écrit en premier un livre sur les trésors de Rennes-le-Château. Devinez qui l'a lu et qui s'est rendu sur place pour faire ses propres fouilles ? Pierre Plantard. Bien sûr. Il y va et il rencontre Noël Corbu et Pierre Charroux. Pierre Plantard va utiliser l'engouement autour de l'histoire de Rennes-le-Château et les zones de flou qu'il y a pour se réapproprier l'histoire et promouvoir son mythe. Je rappelle que Pierre Plantard se fait passer pour le descendant de Dagobert II. Et ça tombe plutôt bien, puisque l'une des légendes du trésor de Rennes-le-Château, c'est justement à propos des Mérovingiens. Donc il va lier son prieuré de Sion à l'histoire de Rennes-le-Château. Pierre Plantard va alors demander à son ami Philippe de Cherizet, qui touche plutôt bien la plume, de lui confectionner entre 64 et 67 une série de faux.
des dossiers secrets qu'il va ensuite déposer anonymement à la Bibliothèque nationale de France sous le pseudonyme de Henri Lobineau. Pierre Plantard va utiliser ces faux pour crédibiliser sa théorie et soutenir ses mensonges. Et voilà comment on obtient des dossiers secrets qui vont nous servir ensuite de preuve pour écrire un livre. Et là, vous commencez normalement à faire le lien. C'est cette année-là, après avoir lu Les Templiers sont parmi nous de De Sède, qu'il va demander à le rencontrer. Plantard va fournir à De Sède les dossiers secrets fabriqués par De Cherizet, ainsi qu'un manuscrit de 1041 pages qu'il a lui-même écrit, qui comprend l'histoire de Gisors, du prieuré de Sion, des Mérovingiens et des secrets de Rennes-le-Château, avec notamment les parchemins. Des histoires que Plantard a réinventées et que De Sède va collecter puis trier. De Sède exploite les récits de Plantard pour en tirer des livres, et De Cherizet et Plantard en tirent un pourcentage sur les ventes. C'est dans ce contexte qu'ils publient ensemble L'Or de Rennes en 1967 et que commence officiellement la mythologie de Pierre Plantard autour de la Bessonnière, du trésor de Rennes-le-Château et de la descendance directe avec les Mérovingiens. Oui, parce qu'ils vont jusqu'à fabriquer de faux exemplaires des parchemins dans lesquels ils vont volontairement ajouter le nom de Pierre Plantard à la suite d'une lignée de noms descendants des Mérovingiens, prouvant ainsi que Pierre Plantard est le dernier grand maître du prieuré de Sion et le dernier descendant des rois de France. Un élément historique vient pourtant trahir le mensonge de Pierre Plantard. Car oui, pour l'anecdote, la lignée des Mérovingiennes s'est historiquement éteinte en 751 avec la mort de Childéric III et de son fils Thierry, que Pépin le Bref avait délibérément fait mourir pour se faire sacrer roi des Francs à leur place et donner naissance à une nouvelle dynastie, la dynastie carolingienne. Donc, comment Plantard pourrait-il affirmer être le descendant direct d'une lignée qui s'est éteinte en 751 ? Eh ben, tout simplement en inventant à Childéric III un fils caché qui aurait survécu. Nous avons soutenu Sion. Et Sion nous a soutenus. Nous, je parle de la lignée mérovingienne, car notre lignée est issue de Dagobert II. Les Mérovingiens, ce sont eux qui ont fait la France. En 1982, 3 auteurs anglais, Henry Lincoln, Michael Begant et Richard Legge, vont avoir une entrevue avec lui et Pierre Plantard va apparaître pour la première fois à la télévision sur la BBC. Monsieur Plantard, is there still a secret at Rennes-le-Château? Mais le secret n'est pas seulement à Rennes-le-Château. Il est aussi autour de Rennes-le-Château. Ici, vous me parlez d'un trésor matériel. Disons simplement qu'il existe un secret à Rennes-le-Château. Il est possible qu'il existe autre chose. De ces entrevues, ils sortiront un ouvrage, L'énigme sacrée, en anglais Holy Blood and the Holy Grail, qui est globalement un plagiat de l'Or de Rennes, à l'exception d'un ajout. Ils prétendent en plus que Jésus serait marié à Marie-Madeleine et qu'ils seraient ensemble à la base de la lignée mérovingienne. Leur enfant, Sarah, serait née en sécurité en France sous la protection des Templiers et sa lignée de reste se serait mélangée à celle des Mérovingiens, faisant du coup de Pierre Plantard techniquement le descendant direct de Jésus-Christ. Toujours plus. Il n'oublie pas évidemment de mentionner que les protecteurs de Marie-Madeleine et de sa fille auraient emporté avec eux en France, à Carcassonne, une partie du trésor du temple de Salomon, le trésor des Templiers. Et ça tombe plutôt bien, puisque la préfecture de Rennes-le-Château, c'est justement Carcassonne. Vous l'aurez compris maintenant, c'est de ce livre-là, qui condense d'anciens mensonges avec de nouveaux, que se serait inspiré Don Brown pour écrire le Da Vinci Code. Pour la petite anecdote, les 3 auteurs anglais ont intenté un procès à Don Brown pour plagiat, mais ce dernier a gagné le procès, puisque le juge a déclaré qu'on ne pouvait pas plagier une œuvre historique. Vous l'avez, en fait, ils se sont trahis en faisant ça. Oh, la boulette! À la boulette. Et voici comment, d'une simple légende locale au mensonge trompeur d'un mythomane, on obtient un best-seller mondial qui popularise un peu malgré lui une théorie du complot et les mensonges d'un mystificateur. Mais rassurez-vous, Pierre Plantard a quand même fini discrédité et dans l'oubli le plus total.
C'est en 1984 que Jean-Luc Chaumeil, un autre auteur parisien qui fréquente le marquis de Cherisay et qui se méfie beaucoup de Plantard, va tenter de le discréditer en révélant au grand jour son passé de collabo. C'est moi qui ai interviewé le premier Pierre Plantard, celui qui est très célèbre dans le Da Vinci Code et qu'on appelle le dernier roi mérovingien, qui était un illustre charlatan, certes, mais qui était quand même quelqu'un extraordinaire au point de vue de l'imagination. Il faut bien comprendre que pour un surréaliste comme De Cherisay, tout ça ne s'apparentait qu'à une vaste blague. Une vaste blague, mais qui lui a quand même rapporté de l'argent. Toutefois, De Cherisay, pour qui les choses sont allées trop loin, va confier en 1984 à Jean-Luc Chaumeil un manuscrit et va lui demander de le publier seulement 20 ans après sa mort. Promesse que Jean-Luc Chaumeil tiendra puisque De Cherisay décède un an après en 1985 et qu'il publiera le manuscrit en 2005. Il contient les aveux de Philippe de Cherisay concernant la fabrication des faux documents dans un livre sobrement intitulé « Le testament du prieuré de Sion ». Gérard de Sède lui-même va publier en 1988 un ouvrage erratum dans lequel il va adopter un ton plus sérieux dans une autocritique qui va revenir sur les impostures. Mais bon, si vous voulez mon avis, c'est un peu facile de faire un erratum quand la supercherie a déjà été révélée et que tu t'es déjà fait beaucoup d'argent avec des livres qui énoncent des mensonges. Des mensonges qui, au passage, se distillent encore aujourd'hui dans des ouvrages tels que celui-ci. En fait, ce bouquin, je l'ai trouvé en bouquinerie. Je cherchais L'Or de Rennes pour vous le montrer. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé celui-ci qui est un peu pareil. C'est un bon exemple des ouvrages qui continuent encore de circuler sur le marché et qui distillent les mensonges de Pierre Plantard. Parfois un peu malgré eux. Le livre affirme que tout le récit de Da Vinci Code est vrai et fait même une présentation de Pierre Plantard comme le dernier grand maître du prieuré de Sion. J'invente rien, hein. Des fois, malgré nous, il y a des mensonges qui s'immiscent et après c'est repris et c'est comme du poison, c'est comme une gangrène, ça s'arrête pas. Pierre Plantard reste isolé après 1993 et décède le 20 janvier 2000. Sa mort est annoncée 4 mois après son décès. Alors, que doit-on retenir ? Que certains individus malveillants se servent de mensonges pour manipuler l'histoire, s'enrichir malhonnêtement et en changer parfois volontairement la face. Pour moi, ça fait aucun doute que Plantard et De Sède, s'ils avaient pu, n'auraient jamais révélé la supercherie, et Plantard aurait continué de s'attribuer la descendance divine. Mais il arrive parfois qu'en dépit de leur révélation, certains mythes soient si forts qu'ils en demeurent pour toujours fascinants. Et ce que j'ai fait une enquête et je me suis aperçu, au bout de 20 ans, 30 ans, que finalement, c'était l'histoire d'un mythe moderne. Et c'est ce qui m'a passionné, c'est-à-dire de voir comment l'imagination pouvait se greffer dans le passé et apporter un certain nombre de choses. Avec L'Or de Rennes et les dossiers secrets d'Henri Lobineau, Gérard de Sède, Philippe de Cherisay et Pierre Plantard ont semé les graines de la désinformation que le succès du Da Vinci Code n'a fait que récolter malgré lui, amplifiant ainsi involontairement le mythe qu'ils avaient créé. Les membres du prieuré sont présents sur toute la surface de la Terre. L'affaire Philippe de Cherisay a révélé la supercherie en 1967. C'est bien là ce qu'ils veulent vous faire croire. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à la partager autour de vous. C'est vraiment la meilleure façon possible de me soutenir. Si vous n'avez envie de rien louper, abonnez-vous. Et d'ici là, en attendant, j'ai déjà produit une vidéo sur l'art de James Cameron. Elle est disponible sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vue, je ne peux que vous inviter à le faire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très vite.